Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un livre fascinant de Nick Bostrom, Deep Utopia. Il pose une question à la fois simple et vertigineuse. Une fois qu'on aura tout, que nous restera-t-il? Quel sens donner à nos vies si tous nos problèmes sont résolus? Allez, on commence fort. Imaginez un instant. Plus de factures, plus de travail, santé parfaite, tout est réglé. Que ferait-on de nos journées? C'est une question qui semble facile, mais qui est au cœur de tout ce dont on va parler. Pour se projeter dans ce futur, il faut d'abord faire un petit bond dans le passé. On va donc commencer par explorer une prédiction assez célèbre sur un avenir où on aurait énormément de loisirs. Je parle bien sûr de la fameuse semaine de 15 heures. On est en 1930 et l'un des plus grands économistes de l'histoire, John Maynard Keynes, fait cette prédiction incroyable. Il était persuadé que les gains de productivité allaient nous libérer du travail. Son inquiétude, ce n'était pas le chômage, mais plutôt qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire de tout ce temps libre. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, Keynes a eu raison sur un point. La productivité a littéralement explosé. On a fait x5. C'est énorme. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, regardez l'autre barre. La semaine de travail, elle, n'a baissé que de 25%. On est très très loin des 15 heures promises. Et ça nous amène à la grande question. Comment ça se fait? Avec toute cette richesse, toute cette efficacité, pourquoi on n'a pas massivement choisi d'avoir plus de temps libre? Pourquoi est-ce que l'envie d'avoir plus a gagné sur l'envie de se la couler douce? La réponse, en fait, elle est assez profonde. Elle se trouve dans notre psychologie et dans notre façon de vivre en société. Dans cette partie, on va décortiquer les raisons qui nous poussent à continuer de courir, même quand, techniquement, nos besoins essentiels sont déjà comblés depuis longtemps. D'après Bostrom, il y a 3 grands moteurs qui expliquent ça. D'abord, on est des champions pour s'inventer de nouveaux désirs. Ensuite, il y a des projets de société tellement énormes qu'ils pourraient absorber des fortunes quasi illimitées. Et enfin, le plus vicieux, peut-être, la compétition pour le statut social. C'est ça le point clé. La technologie ne fait pas que satisfaire nos désirs, elle en crée de nouveaux. Pensez-y, on aura beau manger, à un moment, on n'a plus faim. Mais pour des choses comme la santé, l'intelligence ou même la durée de vie, il n'y a pas de limite. On peut toujours en vouloir plus. Et puis, il y a le statut. C'est un jeu à somme nulle. Pour que quelqu'un gagne, il faut que quelqu'un d'autre perde. Bostrom prend cette image géniale du milliardaire qui est super content avec son méga yacht, jusqu'au jour où son voisin débarque avec un giga yacht. D'un coup, le sien lui paraît tout petit. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on a par rapport aux autres. Bon, jusqu'ici, on a supposé qu'il y aurait toujours du travail, qu'on choisirait de le faire ou non. Mais maintenant, accrochez-vous, on va aborder le point de bascule. L'arrivée d'une intelligence artificielle tellement avancée qu'elle pourrait complètement changer les règles du jeu. Il y a une différence fondamentale à comprendre ici. Pendant des siècles, la technologie a été un complément. Le tracteur, par exemple, il ne remplace pas l'agriculteur, il le rend bien plus productif. Mais une IA hyper avancée, ce ne serait plus un complément, ce serait un substitut. Une machine capable de faire absolument tout ce qu'un humain peut faire, mais en mieux, plus vite et pour moins cher. Et la conclusion logique de ça, elle est un peu brutale. Si les machines peuvent tout faire mieux que nous, eh bien, le marché du travail pour les humains disparaît. On n'arrive plus à la semaine de 15 heures, mais bien à la semaine de 0 heure. Ok, imaginons ce monde. Plus besoin de travailler. Tout est disponible en abondance. C'est l'utopie, non? La fin de l'histoire? Eh bien, pas si vite. C'est là qu'on entre dans la dernière partie, la plus déroutante, le paradoxe de l'utopie. Parce que même un monde parfait a ses propres problèmes. Pour bien saisir ce paradoxe, il faut réaliser à quel point notre époque est une anomalie totale. Regardez cette accélération de dingue. Pendant des millénaires, rien n'a bougé. Puis, d'un coup, tout s'est emballé. On vit dans une période complètement folle et rien ne dit que le futur ne sera pas encore plus radical. C'est là qu'un vieux concept refait surface, le piège malthusien. L'idée est simple mais redoutable. Si on crée une abondance de ressources, la population va augmenter jusqu'à consommer tous ces surplus. Au final, tout le monde se retrouve au niveau de subsistance comme avant. Et voilà l'engrenage du paradoxe. Étape 1, la technologie nous donne l'utopie. Étape 2, sans contrôle, la population explose. Étape 3, cette nouvelle population consomme tout. Étape 4, retour à la case départ, la misère pour tous. C'est terrifiant. Une utopie pourrait elle-même semer les graines de sa propre destruction. D'accord, mais imaginons qu'on soit assez sage pour éviter ce piège démographique. Il reste une dernière question, encore plus profonde. Comme le dit Bill Gates, une fois qu'on aura résolu tous les grands problèmes, à quoi servira-t-on? On passe d'un problème économique à un problème philosophique. Et nous voilà revenus à la question centrale de Deep Utopia.
Si l'IA gère tout, si tous nos besoins matériels sont comblés, si tous les défis sont surmontés, qu'est-ce qui donnera une direction, un sens à nos vies? Qu'est-ce qui nous poussera à nous lever le matin? C'est peut-être ça, au final, le dernier problème, le plus humain de tous.